quelques mots de présentation. Cette invitation a été donc faite conjointement par Jean-Luc Fournet, la chaire de papyrologie du collège, et moi-même, la chaire d'histoire de l'Asie centrale. C'est la première fois, mais j'espère pas la dernière, que Gilles est invité à parler au Collège de France. Il a fait ses études en France. Au départ, c'est un ancien élève de l'école polytechnique, où il a été formé comme économiste. Et il a eu une première carrière comme expert dans le secteur bancaire international. Et puis, il s'est réorienté vers la recherche antiquisante. En 2010, il a soutenu une thèse à l'EHESS sous la direction de Jean-Michel Carrier, et sur le sujet « Fiscalité et enjeux de pouvoir dans le monde romain ». Ensuite, il a travaillé comme chercheur à l'American Numismatic Society, dont il a été directeur de 2019 à 2024, à l'Institute of Advanced Study de Princeton, et il est actuellement affilié à l'ISO, Institute for the Study of the Ancient World, de l'Université de New York. Alors, en sa double qualité d'économiste et d'historien, il a en 2012 organisé à la Banque centrale des États-Unis une exposition sur l'inflation à travers les âges, un sujet qui nous revient dans la figure ces temps derniers. Il est membre associé ici de l'équipe Monde byzantin Orient Méditerranée et surtout, alors c'est tout récent, il vient d'obtenir avec le Studium Vallée de la Loire, donc j'apprends du même coup l'existence, la direction d'un projet de 3 ans sur la monnaie romaine, déclin et redressement. Projet qui sera mené dans le cadre de l'Institut de recherche sur les archéomatériaux, créé par donc notre collègue Barandon et qui est affilié au CNRS et à l'Université d'Orléans, et en collaboration avec le cabinet des médailles de la BNF, ce qui va l'amener à revenir très régulièrement parmi nous. Alors, Gilles Brandesburg explore l'économie antique par la numismatique, on l'a dit, mais aussi par la papyrologie. Et c'est ce terrain, en fait, qui nous avait amené à nous rencontrer lorsqu'il y a 3 ans, il a présenté à l'Académie des inscriptions, à l'invitation de Cécile Morrison, une première communication sur la peste de Justinien, réétudiée à la lumière des papyri grecs d'Égypte. Vous avez un spécimen ici. Et à ce moment même, je commençais à travailler sur ce sujet de la peste de Justinien en collaboration avec Kyle Harper, qui était alors invité au Collège de France. Alors, comme vous allez le constater en écoutant Gilles Brandesburg, il remet en cause certains des schémas considérés comme acquis et auxquels Kyle et moi avions adhéré dans notre article et dans une conférence que nous avions présentée il y a 1 an au Collège de France. Vive la polémique, vive la diversité. Et du coup, je lui passe la parole et à ce moment-là, je vais m'asseoir dans un lieu plus propice à la contemplation de ces images. Bonjour. Oui, on m'avait prévenu qu'un lundi matin, au mois de juin, on serait peu nombreux, donc c'est de ma faute. Nous n'avons pas imprimé assez de feuilles, mais comme elles seront dans les slides. Donc j'aime toujours être en France. Effectivement, je suis né ici, donc je suis français. Ça me fait toujours penser à une anecdote. Il y a quelques années, nous avions soutenu une exposition à Auriol. Il y a un fameux trésor grec, de monnaie grecque archaïque, à Auriol, qui a été découvert dans les années 1860, et dont l'ANS, l'American Numismatic Society, a récupéré une centaine de spécimens à travers les années. Donc nous en avions prêté à la mairie d'Auriol qui faisait cette exposition. Donc j'arrive, on me dit voilà, Monsieur Brandesburg qui représente à New York, etc., etc. Et quelqu'un m'a dit au bout d'un moment, vous savez, pour un Américain, vous parlez plutôt bien français. Et donc, oui, donc je suis vraiment né ici. Et c'est toujours un plaisir, évidemment, un honneur de travailler avec des institutions françaises.
et notamment d'être ici aujourd'hui et d'avoir ce projet très motivant avec Iramat à Orléans et la Bibliothèque nationale, où il s'agit d'étudier la dégradation du monnayage romain au IIIe siècle, son redressement ensuite, et la manière dont on peut le corréler avec ce que l'on sait sur l'inflation à Rome, dont on sait l'essentiel grâce aux papyrus égyptiens. Je voulais aussi, juste en précaution oratoire, préciser certaines choses. Donc, 1, je ne suis pas un papyrologue. 2, je ne suis pas un épidémiologiste. Donc, il y a plein de choses que je ne suis pas. J'espère être un peu historien maintenant, et je pense que le propre des historiens, c'est de toucher un peu à tout. Et j'étais assez frappé il y a quelques jours en lisant un article qui est sorti l'année dernière, notamment sur la peste de Justinien. Il y avait 4 ou 5 pages où on se croyait vraiment dans un article de biologie moléculaire. Mais je connais les signataires, donc ils font pas de la biologie moléculaire. Hein. Mais je pense que c'est effectivement la beauté de l'histoire, c'est qu'on touche à énormément de choses. Et ça demande aussi, je pense, beaucoup de prudence et d'humilité, puisque si on travaille essentiellement dans des domaines dont on a une connaissance en seconde ou en troisième main, l'erreur est souvent possible. Donc ça demande rigueur et prudence et humilité, c'est mon sentiment. Alors quant à la polémique évoquée par Franz, non, ce n'est pas si polémique que ça. On va dire qu'il y a des analyses qui peuvent ne pas converger complètement, mais chaque étude sur tous ces sujets nous permet d'avancer davantage, et plutôt dans la coopération que... Je n'ai jamais souhaité être dans une polémique, d'ailleurs, j'y ai été une fois ou deux, mais ce n'était pas à cause de moi. Donc après, j'ai essayé d'être gentil, mais... Bien, donc aujourd'hui, nous parlons de la première peste. Quand on dit la première, c'est que c'est la peste date d'il y a longtemps, mais c'est la première à être visiblement mondiale, la deuxième étant évidemment la peste noire au XIVe siècle. D'abord, la peste, ce qui convient de rappeler, ce n'est pas un phénomène qui est récent, et des recherches extrêmement récentes, elles par contre, démontrent que la peste existe déjà dans un milieu de chasseurs-cueilleurs près du lac Baïkal. Donc l'Asie centrale est vraiment la région un peu coupable dans cette épidémie. On voit les mutations, alors aucun commentaire sur l'ADN ou sur la structure du vecteur de la peste, mais on suit une évolution séquentielle qui remonte a priori maintenant il y a 5 ou 6 000 ans, et qui va ensuite faire apparaître celle que l'on connaît, c'est-à-dire la peste de Justinien, et puis la Black Death, la fameuse... mort noire, qui est celle du XIVe siècle. Donc, la peste a eu énormément de succès ces dernières années, et je pense qu'on le doit à la réémergence des questions épidémiologiques, et notamment avec ce qui s'est passé il y a quelques années avec le Covid, mais aussi avec une attention de plus en plus grande portée sur les questions climatiques, les deux étant potentiellement liées, puisqu'on rappelle qu'en 536, donc au VIe siècle, semble-t-il, une très importante série d'éruptions volcaniques ont créé une quinzaine d'années d'hiver très rigoureux. Certaines sources parlent on voyait le soleil 2 heures ou 3 heures par jour. Donc, phénomène qu'on a pu voir au XXe siècle avec, par exemple, l'éruption du Krakatoa en Indonésie. Donc, à plus long terme aussi, des avancées qui ont été faites, des études sur les coupes de troncs d'arbres, ou sur des calottes glaciaires, ou sur des stalactites dans des grottes. Enfin, il y a énormément de progrès technologiques et scientifiques qui ont été accomplis, qui permettent aujourd'hui d'avoir une certaine idée de l'humidité et de la température dans le passé de manière relativement précise, pas forcément à l'année près, mais en tout cas sur des intervalles d'une ou deux décennies. Et les progrès qui ont été accomplis ont permis de se faire une idée de certaines évolutions, on va y venir plus en détail tout à l'heure,
Et ça tombe aussi dans une préoccupation qui est très présente aujourd'hui. Voilà, c'est le réchauffement, il y a une vague de chaleur ici. L'opinion est aujourd'hui beaucoup plus ouverte à ces questions qu'elle l'aurait pu l'être il y a 20 ou 30 ans où ce n'était pas d'actualité. Quelques exemples de ce qui a pu se publier ces dernières années qui montrent à quel point on est sur un thème qui aujourd'hui si j'ose dire, a fait vendre. Parce que les livres d'historiens spécialisés, comme Cambridge University Press ou Oxford ou d'autres, Ozonius, publient des bouquins d'historiens, quand vous faites 500 ventes, vous êtes très content. Là, on a eu des exemples, au contraire, de véritables succès grand public, issus notamment d'historiens qui, d'habitude, se cantonnent à des publics plus confidentiels ou plus restreints, disons. Donc, je pars du papier qui a été rédigé en commun par Franz et Kyle. Moi, ce qui m'avait beaucoup impressionné dans ce papier, c'était déjà la bibliographie, qui devait être relativement complète à ce moment-là, et c'est encore un papier de l'année dernière, qui montre à quel point le sujet de la peste justinienne a vraiment fait couler de l'encre et va continuer à en faire couler. Mais je mets au défi quiconque d'avoir lu tout ça quand même. Ça fait beaucoup de références. Je reviens sur Kyle pour que l'on soit dans le contexte du sujet. Donc, Kyle a construit une base de données il y a quelques années et dans laquelle il met beaucoup de choses qui viennent de papyrus, avec des prix, des salaires, etc., etc. Et dans un article qui avait été publié donc en 2016, donc avant le Covid, ce qui montre bien que le sujet était quand même déjà présent, il soutenait l'idée que la peste de Justinien, et on la voit ici, c'est autour de 540, la peste de Justinien, donc je vais pointer à peu près là, aurait entraîné une dépopulation d'à peu près la moitié de l'Égypte. Le point sur lequel je veux insister là-dessus, et en toute amitié pour Kyle, on se connaît bien, c'est que cette hypothèse part de rien. On n'a absolument aucun élément permettant de quantifier l'évolution de la population égyptienne à cette époque-là. Il n'y a pas de recensement. Nous avons quelques papyrus intéressants pour la peste antonine, donc ça remonte au IIe siècle. Nous n'avons pas d'équivalent pour la peste justinienne. Donc rien ne nous permet de dire si on a perdu un quart, un tiers ou la moitié de la population. Disons que c'est par analogie avec la peste noire, parce qu'effectivement, sur la peste noire, on a des idées où, grâce à une documentation beaucoup plus dense, hein, c'est un point sur lequel il faut absolument insister, on a beaucoup moins de choses pour le VIe siècle qu'on en a pour le XIVe siècle. Il n'y a pas de registres paroissiaux, on n'a rien de tout ça. Pour la peste noire, oui, on a des exemples de dépopulations qui vont d'un tiers à la moitié, voire plus, et qui, eux, sont solidement documentés. Ce n'est pas le cas pour notre période, qui est le VIe siècle. Alors, évidemment, quand il s'agit de faire vendre, il faut être un peu apocalyptique. Le public ne va pas s'arrêter sur la troisième interprétation d'un texte obscur sur je ne sais quoi. Mais par contre, si on dit que c'est la fin du monde, là, ça intéresse beaucoup. Et la peste de Justinien a donc a débordé dans le domaine de la je ne veux pas dire la presse à sensation, mais en tout cas de la presse. Grâce, oui, effectivement, à tout cet intérêt renouvelé pour le climat, etc. Maintenant, l'idée, et on va arriver sur des sources maintenant un peu plus anciennes, plus connues de nous, mais l'idée que la peste de Justinien est un moment clé dans l'histoire ancienne n'est pas une idée totalement récente. On n'a pas attendu les publications des années 2010 ou 2020. Donc là, je me réfère à un article très connu de Jean-Noël Biraben et de Jacques Le Goff, qui déjà se posait la question, et un peu dans la lignée d'Henri Pirenne, c'est-à-dire cette intervention d'aujourd'hui est un peu sous le... je ne veux pas dire sous le patronage d'Henri Pirenne, mais on est bien sur cette question qui est... on a le monde antique. Alors le monde antique, avant, on l'arrêtait. Moi, quand j'étais élève au lycée, on disait 476, parce que c'est le dernier empereur officiellement à Rome. Et puis après, il y a eu l'Antiquité tardive, qui est un concept qui s'est, je ne vais pas dire imposé, mais qui est devenu de plus en plus évident pour nous. Et comme disait Peter Brown, de Princeton, qui est un des co-inventeurs du concept d'Antiquité tardive, avec Henri Rinémarou,
L'Antiquité tardive, elle finit toujours plus tard qu'on le croit. Et on a repoussé les dates, on s'est dit, bon, Zénon, puis après on s'est dit Justinien, puis après on s'est dit, pourquoi pas Héraclius, donc 6e, 7e siècle, etc. Quand est-ce que s'arrête l'Antiquité? Mais il y a bien l'idée d'une césure qui se passe quelque part au plus tard avec Mahomet et Charlemagne, où on a un monde méditerranéen qui est quand même très différent entre l'époque romaine et cette division en 3 empires à laquelle on assiste, en tout cas au 8e siècle, avec l'Empire franc, l'Empire byzantin et l'Empire omeyyade, donc l'Empire arabe. Et comme la peste arrive à peu près un petit siècle avant les invasions arabes, on est bien dans cette idée, la peste est 540, les invasions arabes, c'est vraiment dans les années 630-640. Est-ce que l'affaiblissement des civilisations classiques a joué un rôle significatif dans cette transition civilisationnelle? Bon, maintenant, nous allons regarder les sources, donc surtout des sources littéraires, sachant, et c'est une petite précaution oratoire, c'est que les historiens ne sont jamais d'accord sur le crédit à donner aux sources littéraires anciennes. Alors ça part d'une considération facile, c'est que quand on lit Hérodote, bon, je mets de côté les animaux ou êtres humains hybrides un peu fantastiques qu'Hérodote décrit, mais on a quand même une armée perse qui est supposée arriver en Grèce avec 1 million d'hommes. Donc je vous laisse imaginer le défi logistique totalement impossible pour la Grèce antique, qui aurait représenté le déplacement d'1 million de personnes avec leur ravitaillement dans les années 480. Donc oui, très clairement, on est dans le domaine de la fabulation. Et puis même dans des sources plus récentes. Procope, alors Procope, il va nous servir aujourd'hui, mais Procope est donc le secrétaire particulier du général Bélisaire, qui est le principal général qui sert l'empereur Justinien, donc on est quand même au VIe siècle, on n'est plus au 5e ou 6e avant Jésus-Christ. Et dans son histoire secrète, où il règle un peu ses comptes avec Justinien et Théodora, Justinien est le produit d'un démon, et lorsqu'il réfléchit, son corps fait le tour de la salle en marchant pendant que sa tête reste sur place. Enfin, donc son corps se détache de sa tête, ce qui est quand même quelque chose qui, a priori, n'a pas eu lieu. Donc, ce qui veut dire que dans toutes ces sources littéraires que nous étudions, il y a des choses auxquelles on ne peut pas adhérer au sens de la rationalité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors après, on peut discuter pendant très longtemps sur ce que les anciens voulaient dire. Oui, personne ne devait penser que la tête de Justinien se détachait de son corps. Est-ce qu'on est dans un domaine symbolique, etc. Mais le fait est que lorsque le même Procope, je crois, parle d'1 million de morts en Afrique, en Libye, pendant les guerres de Justinien, c'est pas possible. Il n'y avait pas 1 million d'habitants en Libye au VIe siècle non plus. Donc, on doit prendre des pincettes avec ça, notamment sur le fait que dans le style littéraire lié à la peste, on a énormément d'emprunts à Thucydide, parce que Thucydide, c'est le père de la peste. C'est la peste d'Athènes pendant la guerre du Péloponnèse, qui n'était pas une peste d'ailleurs, mais la manière dont Thucydide décrit cet événement va être repris et décliné par la plupart des sources de la période romaine. Alors maintenant, il ne s'agit pas non plus de dire bon, voilà, ça ne sert à rien, on met de côté. Non, il y a énormément d'informations, il y a beaucoup de choses utiles, et en même temps, on a le sentiment que ces gens-là ont vu les choses, et notamment Jean d'Éphèse, dont on va parler maintenant. Jean d'Éphèse voyage avec la peste, et il parle de ce qu'il voit. On a une autre source qui nous explique qu'il a été atteint de la peste à l'âge de 6 ans, et qu'après il a perdu sa femme, plusieurs esclaves, etc. Donc on a quand même des gens qui nous parlent d'un vécu. On commence d'abord avec Procope. Donc Procope nous apprend un certain nombre de choses. Alors généralement je fais 2 slides, j'en fais un où il y a plein d'informations qu'on n'a jamais le temps de lire, mais je crois que le slide sera disponible sur... Il y a un site, je ne sais pas ça, il y a un site où ça restera disponible. Oui, je pense. Et j'essaie de mettre en rouge les choses qu'on doit savoir. Donc la peste arrive par l'Égypte, et ça c'est important, et par Péluse. C'est important aussi Péluse, on verra une carte tout à l'heure, mais Péluse est l'entrée de l'Égypte du côté est, donc du côté du Sinaï.
Donc ça donne l'idée que la mer Rouge joue un rôle. On le sait d'autant plus que Procope nous dit que l'armée perse est touchée par la peste en 543, donc l'année suivante. Donc l'idée d'une contagion continentale par l'Asie centrale, ce qui est le cas de la peste noire, est a priori exclue, puisque les Perses sont touchés après, que Péluse est touché d'abord, et que le principal axe commercial qui arrive dans le monde romain à l'époque, ça se passe par la mer Rouge. Donc on a bien l'idée qu'il y a quelque chose de maritime dans cette arrivée de la peste. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle d'une maladie qui dure quelques mois à Constantinople. On parle aussi qu'il pouvait mourir 5000 personnes par jour, puis 10 000 personnes par jour. On va retrouver ce type de chiffre pour la peste noire aussi et pour d'autres témoignages. Donc c'est quelque chose qui revient et qui donne des idées quantitatives à ce qui se passe à ce moment-là. Et effectivement, l'idée de la moitié de la population, elle vient de là. Hein. Vous voyez à la fin du slide, en bas, voilà, c'est Procope qui parle de la moitié de la population. Donc le chart, le problème des charts, ça donne toujours une apparence scientifique, mais le chart que je vous montrais au tout début, il est issu d'une source littéraire, qui est la même source littéraire qui parle d'1 million de morts en Libye. Donc, d'où les précautions que je prends sur ce sujet. Or, la chronique de Michel de Syrien, on lui doit la préservation d'un certain nombre de témoignages qui proviennent de Jean d'Éphèse, dont certains manuscrits sont perdus. Et donc là, pareil, j'ai fait une série de choix dans le témoignage de Jean d'Éphèse. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va retrouver d'abord des questions de date, on va trouver des questions de nombre de morts. Donc on parle de 300 000 morts à Constantinople. On estime Constantinople à avoir une population quelque part entre 500 000 et 800 000 à cette période. Donc on a quelque chose qui semble concorder avec Procope. Ensuite, alors ce qui est intéressant, c'est que Jean d'Éphèse nous dit d'où ça vient, sachant que dans les sources anciennes, il y a toujours une confusion entre l'Inde et l'Éthiopie. Donc on parle beaucoup de l'Éthiopie dans ces textes, mais à l'époque, on pensait que l'Éthiopie touchait l'Inde quelque part. Donc pour nous, c'est une confusion, mais pour cette période-là, on parle souvent de la même chose quand on parle de l'Inde ou de l'Éthiopie. Donc, d'autres choses importantes, on voit par exemple que ça arrive d'abord en Égypte, en Phénicie, en Arabie, à Byzance, en Italie, etc. Donc une confirmation aussi d'une arrivée d'abord par l'Égypte. Donc une relative concordance entre ces sources. Bon, ce ne sont pas les seules sources, il y a de nombreux textes ou chroniques qui nous parlent de la peste. Donc là, pareil, j'essaie de mettre en rouge ce qui compte. Chez Évagre le scolastique, on parle de l'Égypte. Lui nous dit que c'est l'année 2 de chaque indiction. Alors c'est quoi une indiction? On va définir ça tout de suite. C'est un cycle fiscal qui dure 15 ans. C'est de cette manière-là que l'Empire romain tardif, ce qu'on appelle nous l'Empire byzantin, mais il ne s'appelait pas byzantin, il s'appelait romain eux-mêmes. Hein. Donc c'est une appellation de nous, moderne, levait ses impôts. Donc tous les 15 ans, vous aviez un cycle, et puis vous repreniez avec éventuellement des recensements et des réajustements entre ces cycles de 15 ans. Donc il y a bien l'idée d'une périodicité. Pourquoi? Parce que la peste, ce n'est pas qu'une fois. On parle de vagues, on parle de retours. Je crois qu'il y en a une quinzaine qui ont été notées entre 540 et 750 en gros, sachant que c'est bien la vague initiale de 540-42 qui est la plus importante. Alors d'autres éléments qui sont intéressants, donc à part ces différentes chroniques, je note quand même que ça va être important pour nous, que Théophane le Confesseur, qui certes est un peu plus tardif, lui parle d'une arrivée de la peste en octobre 541 et non pas au printemps 542. Un autre point qui est très intéressant, Procope dit le printemps 542. Un autre point qui est intéressant, c'est les décisions. Alors, nous avons beaucoup de sources légales pour cette période, grâce aux nouvelles et aux digestes, donc de tous ces textes légaux qui sont compilés ou émis par Justinien. Justinien est un grand législateur. Et au 1er mars 542, nous avons un édit 7
donc le 7e édit justinien, qui parle de créances sur les personnes décédées dans un contexte, je cite, où les ravages de la mort sont partout. Donc, pour voir un texte de ce type-là, ça veut dire qu'au 1er mars 542, il se passe vraiment déjà quelque chose. Et a priori, ce que je pense, il se passe quelque chose déjà à Constantinople, et donc plus tôt que ne le dit Procope. Nous avons aussi des sources plus tardives, par exemple des sources d'origine arabe qui parlent du Soudan. Alors là, c'est plus précis, les Arabes, ils savent où c'est le Soudan, mais qui parlent du Soudan comme étant une zone endémique, donc une des sources possibles de la peste. Donc, comparaison avec la peste noire, j'ai volontairement ici comparé certains textes qui parlent un peu de la même chose, mais on voit, par exemple, sur Marseille, l'idée d'une baisse des impôts. Donc la peste, ça attaque la production, ça attaque le nombre de gens qui sont capables de produire, ça entraîne la ruine de propriétaires ou de fonciers ou de paysans, etc. Donc ils ne peuvent plus payer les mêmes quantités d'impôts. Et on a, par exemple ici, le témoignage d'une des taxes, là que je prends de l'ouvrage récent de Boucheron. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jean le Lydien, au VIe siècle, lui nous dit un petit peu l'inverse. Il nous dit, ben oui, c'est dur, mais il n'y a pas de baisse de taxes. On verra plus tard qu'en fait, il n'y a plus des hausses de taxes. Parce que Justinien, il est occupé dans les années 540. Il est en train de reconquérir l'Empire romain, de réunifier l'Empire romain. Donc, il a besoin de ressources fiscales. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a la peste qu'on va forcément être aussi sympathique ou compréhensif que les autorités municipales de Marseille. On verra donc des réactions qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, maintenant, on a beaucoup de textes qui se plaignent de la hausse des prix. Donc évidemment, quand vous avez la moitié des gens qui sont morts, si c'est le cas, ceux qui survivent, ils vont un peu en profiter pour augmenter leur salaire. Et on assiste à plusieurs témoignages assez clairs là-dessus. Par exemple, où est-ce que je vois ça ? Voilà, les fraudes et envies effrénées, ce qui fait une référence à des hausses de prix. On va le retrouver dans la nouvelle 122, où on se plaint que ceux qui font des affaires, les artisans et les ouvriers de différents métiers, au lieu de s'améliorer, ont été enclins par la cupidité. C'est toujours la même chose, hein. Les gens sont cupides, sont méchants. On ne va pas dire que parce que la moitié des gens sont morts, les survivants ont besoin quand même de plus de revenus pour s'en sortir par rapport à la destruction de leurs biens ou de leurs terres, etc. On va toujours dire que les gens qui montent les prix sont très méchants. De toute façon, c'est toujours les spéculateurs qui sont à la cause de tout, hein. Même dans les crises financières modernes, on ne va jamais dire que c'est des politiques économiques menées par la Maison-Blanche, l'Élysée ou Bruxelles. Ce sont toujours les spéculateurs. Ça, c'est vieux comme le monde aussi. Donc, avançons là-dessus, dans cette comparaison sur la peste noire, et on va regarder les trajectoires. Donc, ici, je me sers d'une carte qui avait été publiée par mon ami Dominique Moreau de l'Université de Lille, où on voit effectivement les principales localités d'Asie mineure ou d'Égypte qui sont citées dans les sources anciennes, avec une idée des dates où la peste est attestée. Donc, voilà une jolie carte de l'Orient, qui, si on prend une vision un peu plus large, se retrouve aussi dans Biraben, 1975, son ouvrage sur la peste, avec, grâce à toutes ces sources que nous avons, jusqu'à Grégoire de Tours, hein, pour la Gaule, nous montre la manière dont la vague initiale, 541, 542, 543, se répand dans le monde méditerranéen. Alors ici, des choses plus précises, ici, qui sont issues de Grégoire de Tours, de McCormick, qui reprend, donc là on a un mélange entre les témoignages de Grégoire de Tours, mais aussi des découvertes dans des cimetières. Et là on va revenir dessus tout de suite, grâce à l'article de Marcel Keller, Ancient Yersinia Pestis, donc sur les génomes de la peste, et des analyses notamment récemment dans des cimetières bavarois. Alors ce qui est intéressant dans ces cimetières bavarois, c'est que les sources anciennes ne parlaient pas de la peste en Bavière. Donc on a la démonstration que la peste était dans des endroits dont on ne parle pas. Et donc ce sont dans des... comment on arrive à faire ces analyses ? D'abord grâce au progrès des sciences biochimiques. Ensuite,
on n'attaque pas tous les squelettes partout, mais les endroits qui sont suspects. Alors c'est quoi un endroit suspect? C'est quand on a ce qu'on appelle en anglais des mass graves, qui sont des fosses communes, où on se retrouve avec beaucoup de squelettes. Et c'est un peu bizarre, ils ont été mis de manière un peu précipitée, il y a trop d'enfants, et puis il n'y a pas de traces ils n'ont pas été tués, quoi. Il n'y a pas de traumatisme, on ne voit pas de boîtes crâniennes brisées, d'os cassés, des choses qui seraient compatibles avec un pillage des barbares, etc. Et donc ces fosses communes excitent la curiosité des scientifiques. Quand des dents sont préservées, parce qu'en fait on a besoin de dents et de ce qui peut rester de la pulpe dentaire, on fait des analyses. Et ces analyses, généralement, ont tendance à sous-estimer l'impact de la peste. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de ce qu'on appelle des false négatives que des false positives. C'est-à-dire que là où on a du positif, c'est positif, mais quand c'est négatif, ça ne le démontre pas forcément. Et on le sait grâce à un cimetière à Londres, qui lui est totalement documenté de l'époque de la peste noire, où on sait que tous les morts de la peste, enfin une partie des morts de la peste ont été accumulés dans ce cimetière, et les tests qui ont été faits sur les squelettes, je crois, avaient un taux de prévalence genre d'un tiers. En fait, ça aurait dû être presque 100%, ou 100% carrément. Donc ce qui montre qu'on a plutôt une sous-estimation par ces analyses que l'inverse. Alors sur sur l'origine de la peste, il y a une hypothèse africaine qui est défendue par un certain nombre de chercheurs, notamment parce que les textes anciens parlent de l'Éthiopie ou du Soudan, donc ça remonte la mer Rouge et on arrive en Europe. Et puis une hypothèse plutôt Asie-centrale, à laquelle j'adhère aussi, qui a été notamment développée ici par Franz et Kyle, et qui s'appuie notamment sur l'arbre du génome et le fait qu'on a trouvé des zones en Asie centrale avec l'ancêtre de notre épidémie de Constantinople, placée en Asie centrale, avec l'idée que puisque ça arrive par la mer Rouge et que ça part d'Asie centrale, l'Inde joue un rôle majeur dans la transmission, on le voit bien sur les cartes, donc Asie centrale, Inde et mer Rouge. Et puis je vous rappelle que les Perses ne sont pas atteints tout de suite, donc ça fait un peu cet arc de cercle. Alors le problème de l'Inde, mais ça on n'y peut rien, c'est qu'ils ne pratiquent pas l'inhumation mais la crémation. Et donc on n'a pas de squelette en Inde. Et les sources littéraires indiennes ne sont pas totalement explicites. Même si France a pu trouver un certain nombre de textes qui donnent à penser qu'il y a une compatibilité avec la peste, notamment dans la mesure où les Huns Hephthalites, qui sont ici, envahissent une bonne partie de l'Inde durant notre période et auraient pu amener la peste grâce à leurs chameaux ou aux rats qui se déplaçaient avec eux. On sait aussi que les marmottes... il y a tout un tas d'animaux qui sont des vecteurs qualifiants de la peste. Une carte maintenant pour illustrer le commerce de la mer Rouge et voir les routes possibles qui pouvaient amener la peste du sous-continent indien jusqu'en Égypte. Les historiens de l'Antiquité pensent assez souvent que ce commerce de la mer Rouge était moins actif au VIe siècle. Alors là-dessus, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'on trouve assez peu de monnaie romaine en Inde pour la période tardive. Vous voyez, 5e, 6e siècle par rapport au siècle précédent. Mais cette idée n'est pas forcément pertinente, en ce sens que le commerce ne signifie pas essentiellement que les Romains ou les Byzantins ou les Égyptiens ou les Grecs ou les Orientaux n'ont rien à vendre et donc achètent et donnent des monnaies d'or aux Indiens contre les épices, la soie, etc. En réalité, il peut y avoir des mutations économiques qui font que les produits que les Égyptiens ou Romains ou autres fabriquent deviennent plus désirables en Inde. Et plus le commerce est équilibré, moins on va trouver de monnaie. La monnaie n'est que la marque d'un déséquilibre de la balance commerciale. J'emploie volontairement un terme moderne pour parler d'une économie ancienne, mais Pline l'Ancien
au 1er siècle, s'en plaint déjà, en disant qu'à cause de la frivolité des femmes romaines, sur la faute des femmes, il y a toujours des catégories qui sont fautives, les spéculateurs, les femmes, je ne dis pas pour les spéculatrices, les femmes romaines aimant les soieries et autres objets de prix, ça fait un déficit commercial et l'Empire romain perd de l'argent, en l'occurrence des monnaies d'or, qui partent en Inde. Et bon, il y a un côté moralistique chez Pline, évidemment, là-dessus. Maintenant, on a différents éléments assez forts qui montrent que ce commerce était toujours très important au VIe siècle, déjà par des découvertes d'objets, là, c'est une poivrière. Le poivre, il vient d'Inde. Des textes littéraires, comme celui de Cosmas Indico Plostes dans la topographie chrétienne, qui parle beaucoup de l'Inde et qui fait même une mention de la Chine. Et on a aussi l'idée qu'il y a... alors ça, c'est exceptionnel, ça date, c'est du 5e siècle, c'est une fresque murale en Inde, qui représente un bateau, donc romain, ou égyptien, en tout cas méditerranéen. Et ce que l'on a aussi, c'est que, mais j'y reviendrai plus en détail après, le principal port d'entrée en Égypte, c'était Bérénice, qui est pas tout à fait dans le delta, qui est plus au sud. Et après, les caravanes rejoignaient le Nil par voie terrestre, et Bérénice décline et quasiment abandonné au début du VIe siècle, ce qui veut dire que les archéologues qui travaillent sur Bérénice ont pensé pendant un moment qu'il y avait la fin de ce commerce de la mer Rouge. En fait, on a des bonnes raisons de penser que ce commerce se déplace et que les ports les plus actifs se déplacent vers le nord, vers le Sinaï. On va y revenir. Bien, maintenant, les routes de transmission, donc toujours de Biraben 1975. La peste noire, elle arrive par la mer Noire. Elle arrive ici, par l'Asie centrale. On arrive donc Caspienne, mer Noire, les colonies génoises. On est au XIVe siècle. Gênes et Venise ont beaucoup de colonies commerçantes dans cette zone. Et par les navires vont arriver à Marseille, à Gênes, etc. Et vont se répandre dans à peu près toute l'Europe et l'Afrique du Nord. Ce qui est un chemin qui est très très différent. Alors, toujours dans ces données de comparaison, qu'est-ce qu'on peut se dire sur les prix? Est-ce que la peste a un impact économique qui est très 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 clair? La réponse, elle est non. Rien n'est évident dans la peste. On va dire, oui, la peste, ça fait monter les prix. Et pourquoi ça fait monter les prix? Et on l'a vu sur certains textes anciens, parce qu'il y a moins de producteurs, donc ces producteurs demandent des salaires plus élevés. Mais aussi, il y a moins de consommateurs. Donc, dans un équilibre producteur-consommateur, on va prendre un exemple. Imaginons que ça ne soit, entre guillemets, que les jeunes et les vieux qui meurent. On a bien vu pour le Covid. Le Covid n'a pas touché les classes d'âge de manière équivalente. Alors, ce n'est pas forcément le cas pour la peste, mais ça dépend des vagues aussi. On a assisté parfois à des asymétries par catégorie d'âge. Si maintenant, ce sont des consommateurs qui meurent en majorité, mais que les producteurs, donc on va dire les gens de 20-30 ans, survivent pas mal, en réalité, on aura une baisse des prix. Parce qu'il y aura moins de consommateurs et autant de producteurs. Donc, tout dépend aussi de ce qui se passe dans la réalité d'une pandémie. Donc Kyle, mais qui était prudent dans ses conclusions, Kyle croyait voir, donc c'est en grammes d'argent par le grain, croyait voir on a ici en année et ici en grammes d'argent par hectolitre de grain, il croyait voir une éventuelle tendance sur les prix, mais qui en fait est relativement délicate parce que certains des points qu'il avait étaient douteux. Et c'est le problème qu'on a avec ces sources anciennes, c'est que si vous ne rentrez pas, si vous ne vous engagez pas réellement avec la source primaire, il peut y avoir quelques soucis, parce que beaucoup de prix qu'on retrouve dans les sources anciennes ne sont pas des prix marchands. On n'a pas de statistiques, on n'a pas de reçu. Vous allez au marché, vous achetez un truc, vous avez un reçu carte bleue. Voilà, on n'a pas ces trucs-là. Ce qu'on a en réalité, ce sont très souvent des prix qui sont eux-mêmes issus de processus, par exemple, fiscaux. Le fisc romain pouvait parfois réclamer du grain, ou au lieu du grain, il voulait, tiens, cette année on a besoin de moins de grain, on voudrait à la place le prix du grain. Donc on voudrait de l'or et de l'argent. Le problème, c'est qui fixe le prix du grain? En l'occurrence, c'est l'État. Est-ce que l'État est neutre dans son modèle de fixation du grain? Non.
Et donc certains de ces prix sont en fait assez douteux. Les prix que j'ai supprimés en bas sont des prix issus d'une donation à un monastère. Il n'y a aucune raison que la personne aisée qui ait fait cette donation avec un prix de transfert ait pris un prix de marché. Notamment parce que ça permettait d'avoir une déduction fiscale. Donc là aussi, prudence. Si on va maintenant sur le XIVe siècle, donc ici, on a les prix du blé en Égypte avant la peste noire et après la peste noire. Comme vous le voyez, c'est irrégulier, c'est pas clair. Et alors, les prix ici sont toujours en grammes d'argent par unité de volume en blé. On ne peut pas vraiment dire qu'une tendance extrêmement évidente se dégage de ces séries numériques, même en niveau moyen. On tourne autour de 40, 60 avant la peste, et après la peste, sur le graphique de droite, oui, on est vaguement un peu plus élevé, mais enfin 60, c'est pas loin, 50-60 sont pas loin de la moyenne de fluctuation à laquelle on assiste. Ici, c'est les salaires et prix en Angleterre. Alors certes, on a quand même sur les salaires une tendance haussière qui se voit. Alors attention, je suis toujours en grammes d'argent, je ne suis pas en monnaie, parce que les monnaies sont dévaluées. Donc si vous êtes en unité monétaire, vous ne traduisez pas la réalité du pouvoir d'achat. Donc en étant en grammes d'argent, on assiste effectivement à une poussée à la hausse des salaires, mais pas tout de suite, pas en 1348, mais plutôt dans la moitié de la décennie 1350. Donc il semble y avoir effectivement un impact, mais qui sur le blé donne l'impression de quelque chose de transitoire. Hausse des prix, baisse des prix. Donc plutôt une amélioration finalement du pouvoir d'achat, puisque si les prix du blé sont les mêmes et que le salaire a monté, c'est plutôt une bonne chose pour les producteurs. Alors parfois ce mouvement peut être beaucoup plus brutal. Donc là c'est issu de la peste je crois que c'est près de Marseille, là qu'on est dans une vague suivante où on a une très forte hausse des prix et puis un retour à la normale, quelque chose de plus rapide, de plus tendu que ce qu'on peut voir pour le XIVe siècle. Donc là aussi, l'idée que les mêmes causes produisent les mêmes effets n'est pas réelle parce que nous n'avons pas une connaissance suffisamment granulaire de ce qui s'est passé au XIVe et encore plus au VIe. Donc on arrive au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Et je suis vraiment désolé de ce retard parce que c'était en partie de ma faute avec le fichier. Comme nous le rappelait Jean-Luc, qui est ici, les papyrus de la période sont en fait très 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 muets sur le concept de peste. Et on a un seul qui parle de l'hécatombe qui a résulté de cette terrible peste qui s'est abattue et qui provoque des cris de deuil. Donc traduction de Jean-Luc Fournet, c'est dans les archives d'Aphrodito, donc Dioscore d'Aphroditée. Alors je sais qu'il y a une polémique, il faut dire Aphrodito, Aphroditée, j'en sais rien, je ne vais pas rentrer dessus. Et alors là aussi, bon, c'est vrai qu'on a une mention, semble-t-il, de la peste, mais qu'il faut toujours prendre avec prudence, parce que là on est dans une supplique fiscale, on est dans une pétition. Donc les pétitions anciennes sont toujours très larmoyantes, peut-être plus, quoi qu'aujourd'hui on doit trouver des gens qui vont voir leur centre des impôts pour dire j'ai plus rien, je peux pas payer, etc. Mais par principe, ces sources-là ont un biais, il faut démontrer que tout va mal pour dire qu'on peut plus payer les impôts tels qu'ils auraient dû l'être. Donc là aussi, toujours prendre avec une certaine prudence et tenir compte du contexte. Mais enfin bon, il semblerait qu'on ait un témoignage, mais c'est pas beaucoup, sur 1 sur 20 000. Alors ici, je dois ce graphique à Constantin Zuckerman, à cette remarquable monographie de 2004 du village à l'Empire, autour du registre fiscal d'Aphrodito. Les chiffres qu'il avait communiqués dans son ouvrage ont été en partie complétés par des papyrus qui ont été récemment édités par Jean-Luc. Là, comme vous le voyez, c'est le drame de l'historien économique, ou de l'historien de l'économie, c'est qu'on n'a jamais de chance. Il n'y a qu'une seule année où on a les deux chiffres, c'est-à-dire de la contribution en or et de la contribution en blé. J'aurais aimé un recouvrement beaucoup plus important pour qu'on puisse se faire une idée plus précise et plus facile de la pression fiscale.
On sait qu'il y a des vases communicants, on sait que les autorités impériales sont en mesure de passer de l'un à l'autre en disant ben là on a besoin de moins de ça et plus de ça et vice-versa. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Par contre, ce que l'on peut quand même se dire, c'est qu'il est rare qu'il y ait des très grands changements d'une année sur l'autre de la proportion en numéraire et de la proportion en nature dans le processus de levée des impôts, notamment parce qu'on est dans la même indiction, année 1, année 14, c'est il y a 15 ans dans une indiction, et la relative stabilité des prélèvements en or et des prélèvements en blé, malgré une baisse sensible en 544-545, mais 3 ans après la peste, semble aller dans le sens, en tout cas, d'une résilience économique marquée, tout au moins pour le village d'Aphrodito. C'est toujours difficile, à partir d'un point, de généraliser, évidemment. Nous allons regarder maintenant une autre archive, qui est l'archive des Apions. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel, les Apions. Donc le centre de leur pouvoir, c'était Oxyrhynchus, qui est au sud, enfin c'est pas dans le delta, hein, c'est quasiment en Moyenne-Égypte. On va regarder sur une carte après où ça se situe. Donc les papyrus, comment est-ce qu'on trouve les papyrus? On les trouve parce que y a eu des zones d'Égypte qui se sont asséchées. C'est-à-dire qu'on ne les trouve pas partout. On ne va pas trouver de papyrus le long du Nil. C'est trop humide, donc le matériau a été détruit. On va les trouver relativement loin du Nil. On en a beaucoup dans le Fayoum. Pourquoi? Parce qu'il y a un processus de désertification. Le Fayoum, c'est un peu cette oasis quasi artificielle qui dépendait qui existe toujours quand même, mais elle dépendait de canaux qui ont été mis en place par les derniers pharaons et par les Ptolémées et entretenus par Rome, les Byzantins, les Arabes, etc. Mais quand ces canaux sont moins bien entretenus, que la population baisse, etc., il y a un processus de désertification partielle. Et donc, les papyrus qui sont en sable, très secs, se conservent. Là où la désertification n'a pas eu lieu, où on reste en milieu humide, les papyrus ne se conservent pas. C'est pour ça que la quasi-totalité des papyrus que nous connaissons aujourd'hui sont d'origine égyptienne, avec quelques exceptions. On a Petra, on a quelques exceptions, mais essentiellement c'est égyptien. Pourtant, il y avait énormément d'archives anciennes qui étaient basées sur les papyrus, mais qui n'ont pas survécu, tout simplement. Les Apions, leurs archives se concentrent surtout sur le VIe siècle, avec une concentration après la peste. La peste, elle est ici, mais la plupart des papyrus sont dans cette zone-là. Ce sont des papyrus fiscaux, comptables. Ils gèrent, ils ont des régisseurs, ils ont des districts qui dépendent d'eux. C'est un grand domaine. Ils auraient contrôlé à peu près 2% de la production agricole égyptienne, ce qui est beaucoup. Et ils finissent par atteindre le rang sénatorial, le rang consulaire. Donc on a des gens qui sont très importants, très puissants, très célèbres. Et l'origine de la famille, on commence à les voir apparaître dans les années 439-440. À l'origine, ils auraient été des gérants de terres impériales qui auraient été plus ou moins, entre guillemets, privatisés et dont ils auraient pris le contrôle. Et ils se seraient enrichis à partir de ce processus. Ils jouent aussi un rôle de receveurs fiscaux, c'est-à-dire qu'ils lèvent des impôts pour l'Empire au nom d'autres propriétaires, notamment de villages. Ce à quoi on assiste dans ces archives, c'est une forme un peu de fossilisation des chiffres. C'est-à-dire que très souvent, quand on a des chiffres des Apions sur plusieurs années d'intervalle, les chiffres se ressemblent. Alors, ça peut signifier qu'il y a une grande stabilité. Alors, c'est vrai que l'Égypte a une tendance à avoir une production agricole plus stable que, disons, la Gaule. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souci en Égypte. Il peut y avoir une mauvaise crue du Nil. Parce que c'est quoi une mauvaise crue du Nil? C'est soit il n'y a pas de crue, pas assez d'eau, soit il y a trop d'eau, et ça inonde. Donc, on a des accidents, et on a de nombreux témoignages de mauvaises crues du Nil avec des crises en Égypte. Donc, on ne manque pas de mauvaises récoltes en Égypte. Mais, semble-t-il, ce n'est pas le cas qui se produit le plus souvent. Par contre, quand vous êtes en Gaule, vous dépendez de la pluviométrie, il suffit que l'hiver soit un peu froid et humide, il n'y a plus rien qui pousse, et les crises agricoles en Europe occidentale semblent plus fréquentes qu'en Égypte. Donc il y a une relative stabilité qu'on retrouve dans les sources, mais aussi on peut suspecter qu'il y a une relative fossilisation qui n'est pas artificielle, mais qui provient notamment de ce cycle indictionnel dont je parlais, où le prélèvement fiscal se base sur un barème qui a relative stabilité dans le temps. Donc, on va avoir tendance à demander
alors les prostasia, c'est le nom des districts, on va avoir tendance à demander aux régisseurs de ces domaines des contributions relativement stables parce qu'on sait ce que l'État demande. On le sait à l'avance. D'autres témoignages de cette relative stabilité, ici, alors ces papyrus oxyrhynchus sont très souvent issus du volume 84 des papyrus oxyrhynchites. Donc, je ne sais pas, on est à quoi, 87, 88 maintenant oui, à peu près, oui. Donc, c'est absolument remarquable. Hein, c'est la plus grande, géographiquement, c'est la plus grande concentration de papyrus auquel on est droit. Et donc, grâce à Amin Ben Aissa, qui est le principal éditeur du volume 84, on a eu une arrivée de tout un tas, enfin de nombreux papyrus des Apions. Et là aussi, on assiste alors contribution en blé, en artab. L'artab, c'est presque 40 litres. Ce qui compte, c'est le chiffre, c'est pas l'unité, mais c'est la relative stabilité de ces contributions dans le temps. Donc ça, c'est milieu 6e, 569, et après on est 587, et après on est après 612, après la guerre avec la Perse. Ici, on est autour de 542, et là en 587. Donc pareil, les contributions en or qui sont relativement stables. Le seul souci que l'on a ici, c'est qu'on manque de documents qui précèdent 540. On aimerait avoir plus de documents des années 530 pour faire plus de comparaisons entre les années 530 et 560, 70. Mais vous vous rappelez le petit graphique que je vous montrais au tout début, il y a quelques slides, le cœur des Apions, c'est vraiment les années 550, 580 en tant que densité documentaire. Donc on manque un peu de choses pour avant 540. Ce que l'on a quand même, on a ici le papyrus 54-54 de 534-35, c'est l'impôt en or sur 8 villages. On a le montant à peu près 3030 solidi et 310 sur 200 heures différents, c'est pas très grave, on va dire en gros 3300 solidi. Mais il manque des villages. On sait qu'il y a au moins 8 autres villages identifiés dans d'autres papyrus qui sont manquants dans celui-ci. Est-ce que ça veut dire qu'on a la moitié? Pas forcément, parce qu'on dit qu'il y en a au moins 8, peut-être qu'il y en avait 10, peut-être qu'il y en avait 12. Et est-ce que c'est pas parce qu'on a 8 et même si c'était 8 sur 16, ça veut pas dire que ces villages faisaient la moitié? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des contributions de villages individuels avec des chiffres qui sont très contrastés. Vous avez des gros villages, des petits villages. Bon. Donc, conclure de ça, c'est un peu compliqué. On a ici quelque chose de peut-être un peu plus utilisable. Alors, c'est plus les villages. Ce sont cette fois-là les entités détenues directement par la grande famille des Apions, des entités administratives. On en a 18, on sait qu'il y en avait 26 à l'origine. Si on fait une règle de 3, ben on passe de 49 000 à 71 000. Là aussi, avec la prudence qui implique le fait qu'il nous en manque et que peut-être celle qui nous en manque était plus prospère que la moyenne ou moins prospère que la moyenne. La question reste un peu ouverte. Mais c'est vrai que ça ressemble à ce qu'on a en 569 avec près de 68 000 artables au lieu de peut-être 71 000, sachant qu'on fait une projection et une règle de 3, ce sont quand même des chiffres assez proches. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on compare des chiffres de 569 ici avec des chiffres de 534 ici. Donc peut-être l'idée d'une relative stabilité sur une période de 30 ans, et cette période de 30 ans qui encadre la fameuse année 541-542. Bon, je vais faire défiler quelques chiffres encore. Ici, nous avons quelques districts détenus par les Apions. On a la contribution de 536. Alors là aussi, il faut être prudent. 536, c'est la fameuse année de l'éruption volcanique. Alors, on pourrait dire l'année est mal choisie. C'est toujours le manque de chance de l'historien. Les sources, j'aurais préféré avoir 534, mais on fait avec ce qu'on a. Maintenant, comme c'est 530, l'année additionnelle 535-536, ça dépend de la crue de l'année précédente, et donc du régime des pluies de l'année précédente. On peut penser que l'obscurcissement du soleil en courant 536 n'a pas impliqué le régime des pluies en 535 en Éthiopie, puisque c'est de là que vient la crue du Nil. Donc, a priori, on a de fortes chances d'être passé avant ce refroidissement de l'éruption de 536. Donc, en reprenant ces chiffres maintenant de 536, on les compare à différentes choses qu'on trouve. Ce sont des contributions postérieures qui proviennent de documents postérieurs qui sont datés, parfois pas datés, parfois datés de manière vague, alors à partir
du type d'écriture, de certains noms de famille qu'on retrouve. Je suis pas papyrologue, donc je ne date pas les papyrus, mais je dépends des spécialistes comme Jean-Luc ou Jean qui est ici pour ce type d'information. Mais on a quand même pas mal de choses qui sont post-540, avec des choses qui sont de 536, et qui fournissent là aussi l'idée d'une relative, sinon stabilité, en tout cas résilience. En tout cas, ce n'est pas un effondrement. Alors, parlons un petit peu maintenant du numéro 54-58. Donc, le papyrus 54-58 a quelque chose de particulier, en ce sens que, bon, il va nous montrer 21 unités administratives, ce qui est beaucoup. On a très peu de papyrus avec autant. On pense qu'il y en avait au minimum, autour d'une trentaine, puisque nous en avons 30 dans le papyrus 2207. Je dis ça avec prudence, parce que nous n'avons pas non plus la preuve que le nombre de districts administratifs dépendant des appions a été stable pendant tout le VIe siècle. Leurs domaines ont pu avoir tendance à s'étendre. En s'étendant, le nombre de districts a pu augmenter. Donc je dis ça là aussi avec prudence. Mais disons que l'idée d'un ordre de grandeur entre, là on en a 27, ici on en a 30, là on en a 21, un ordre de grandeur dans une zone 25-30 est, disons, concevable. Ce qui fait que c'est beaucoup d'en avoir autant ici sur 54-58. On peut le comparer avec 54-57, qui lui est daté, puisqu'il est de 536, et sachant que l'ordre dans lequel apparaissent les districts se ressemble, donc il y a un rapport entre les deux. Ce qui veut dire que le papyrus 54-58, chronologiquement, ne peut pas être très éloigné de celui daté de 54-57. Alors ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui va suivre, c'est le niveau d'effondrement de la contribution de certains de ces districts. Je ne les ai pas tous pris. Il y en a même un ou deux où la production est stable, voire un peu en hausse. Mais ce qui est intéressant, c'est que la production globale baisse d'à peu près 50%. Donc ce qui va, là aussi, on va correspondre avec cette baisse de la population de 50%. Alors, on se rappelle de Procope, on se rappelle de Kyle, avec cette baisse de 50%. Là, on va la retrouver dans la production dans le papyrus 54-58, avec une baisse globale de 50%. Mais cette baisse globale de 50% recoupe, d'une part, certains districts qui vont à peu près bien, où il ne se passe pas grand-chose, et d'autres où c'est une quasi-disparition. Enfin, on est à moins 92%, on est à moins 76%, moins 72%. Alors, c'est une conversation que j'avais avec un des membres éminents de mon comité de thèse, Roger Bagnall, qui était donc le premier directeur de l'ISO, mon organisme principal d'affiliation. Et conversation que j'avais avec lui, à un déjeuner à New York, il me disait, en fait, oui, non, ça a du sens, parce que si on a plein de gens qui meurent ou qui s'enfuient, on va pas garder une main-d'œuvre appauvrie, enfin appauvrie en ce sens d'avoir moins de monde, répartie uniformément sur l'ensemble de la région. On va avoir tendance, pour que la récolte ne soit pas abandonnée sur trop de districts, on va avoir tendance à les concentrer. Et donc, sur certains districts, les appions, leurs régisseurs, auraient pris la décision de là et là, vous y allez, aux dépens du truc d'à côté qu'on va laisser tomber. Est-ce que c'est parce qu'il était moins bien irrigué, moins productif? Nous n'avons pas cette information, nous n'avons pas cette granularité. Mais c'est les contrastes, c'est moins 50% en moyenne, mais ces contrastes d'un village à un autre, d'un point à un autre, auraient une rationalité avec un gérant, un contremaître, un régisseur, qui, pour des raisons d'efficacité, concentre ce qui lui reste de main-d'œuvre sur certains districts plutôt que de les laisser répartis et d'avoir un effondrement de la production partout. Parce qu'il y a bien l'idée qu'il faut un minimum de personnes pour faire la moisson. Vous ne faites pas ça tout seul. Hein. Moi, je n'ai jamais moissonné, mais... Alors, quelles sont les explications? Il y a eu plein d'explications. Ce que Amine suggérait, il y a eu une décote fiscale, il y a une mauvaise... Parce que ça l'a frappé, Amine aussi, c'est inhabituel. C'est d'ailleurs le seul document à ma connaissance avec ce genre d'effondrement. Est-ce qu'il y a une décote fiscale, une mauvaise crue du Nil, un arriéré de loyer, un versement en numéraire? Bon, j'ai essayé d'évaluer ces différents facteurs.
Le problème, c'est que géographiquement, on a des districts qui sont très éloignés les uns des autres. Certains sont proches du Nil, d'autres sont proches du canal du Bar Youssouf, d'autres sont au milieu de nulle part, d'autres sont proches du désert. Mais ça ne donne pas le sentiment qu'ils ont un dénominateur géographique commun très fort. Or, si c'était par exemple une mauvaise crue, trop d'eau ou pas assez d'eau, on pourrait, sachant que certains districts s'en sortent très bien, on se serait attendu à ce qu'il y ait une corrélation géographique entre les districts qui vont bien et ceux qui vont mal. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Au niveau maintenant de l'adaeratio, l'adaeratio c'est le terme latin pour parler de la conversion en or de l'impôt versé en blé, on a effectivement plein de cas d'adaeratio dans les textes anciens, mais généralement, c'est pas 50%. On assiste soit à des cas de quasi-totalité, qui sont documentés ici dans mon graphique, ou à des cas où c'est plutôt 5-10%. Mais l'idée qu'on prenne 50% de manière régulière sur différents districts qui appartiennent en plus au même propriétaire, c'est très inhabituel. En tout cas, j'ai rien d'équivalent. Enfin, j'ai rien. C'est pas moi qui l'ai. Enfin, la documentation éditée et connue aujourd'hui n'offre pas l'équivalent. Voilà. Donc maintenant, se pose la question de la datation. Et évidemment, c'est une quatrième addiction. Donc si c'est une quatrième addiction, ça pourrait être 540-541, ce qui serait merveilleux, parce que c'est vraiment l'année qui nous intéresse. Puisque si la peste arrive à 541 en Égypte, une addiction étant un cheval sur une année, c'est absolument parfait. Donc là, on se pose la question effectivement de la datation du papyrus 54-57, ainsi, 54-58, ainsi que de la datation d'un autre, qui est le 53-53. Alors, le 53-53, il m'intéresse, et il m'intéresse pour une raison particulière, c'est que, alors il est beaucoup moins complet, on n'a pas autant de districts sur 53, on en a quelques-uns, mais ce qui est intéressant, c'est que les chiffres de 53-53 sont souvent intermédiaires entre celui de 54-57, donc avant la peste, et celui de 54-58, qui est la peste, si c'est bien l'année de la peste. Donc, si c'est vrai, ça pourrait être un début de redressement qui suit la peste, s'il se suivrait chronologiquement. L'autre point intéressant, c'est que c'est une cinquième addiction. Donc, quatrième addiction, cinquième addiction. Ça pourrait être le même cycle de 15 ans, sans qu'on puisse le démontrer de manière absolue. Alors, au niveau paléographique, donc du style, l'éditeur de 54-53, donc Amine, le date, donc c'est le style, ce qu'on appelle héracléopolitain, ne me demandez pas des détails, je ne suis pas papyrologue, hein, mais c'est un style en tout cas que les papyrologues savent identifier, et qui est fréquent dans la documentation régionale à la fin du 5e, au début du 6e, mais qui peut aller plus loin, puisque par exemple, il est utilisé dans un papyrus de 550, lui qui est daté de 556-557, le 1917, qui apparaît ici. Par ailleurs, le papyrus est daté de Stratégus II. Alors Stratégus II, c'est un des membres de la dynastie. Les Appions s'appellent tous Appion, Stratégus, Appion, Stratégus. Enfin, c'est nous qui les appelons de cette manière-là, et on leur donne une numérotation. Eux-mêmes ne s'appelaient pas Appion II ou Appion III, mais c'est plus facile pour nous. Et Stratégus II est attesté entre 483 et 542. Ça veut dire qu'il est mort de la peste, mais c'est possible. Mais il n'y a pas de document qui porte son nom au-delà de 542. L'autre point qui est très intéressant, ce sont les noms. C'est ça qui m'a vraiment arrêté sur le papyrus 54-53, c'est que les noms ne se retrouvent nulle part ailleurs dans les papyrus datés de la période, à part une exception qui est un nom qui se retrouve partout, enfin qui est un nom extrêmement commun dans l'onomastique égyptienne de la période. Or, généralement, ces régisseurs ont une certaine longévité. Et je prends par exemple la comparaison entre 54-57 et 20-32, donc celui de 535-36 et celui de 540-541, où sur les 8 paires de noms attestés, c'est-à-dire qu'on a 8 districts dont on a les régisseurs aux 2 dates. Donc ça fait 8 paires. Sur ces 8 paires, on en a 5 où c'est le même. Donc c'est quand même, quand vous êtes régisseur, vous n'êtes pas là pour un an. Il y a une certaine, c'est plus un CDI qu'un CDD, si je puis dire. Donc c'est relativement inhabituel
que dans celui-ci, je reviens sur le 54-53, les noms n'apparaissent ni avant ni après. Ça pourrait là aussi donner, ce sont des indices, hein, c'est un peu comme une enquête policière, ça pourrait donner aussi l'indice que ceux d'avant, ils sont morts, et ceux qu'on a là vont mourir, enfin, ou plutôt vont mourir, non, pardon, ils viennent de remplacer ceux qui sont morts, puisqu'on on serait en 541-542, donc juste après le passage de la peste. Bon, c'est une hypothèse ouverte, là aussi. Hein. Donc, question de calendrier. Alors, là-dessus, moi, ce qui m'avait embêté au départ, c'est, d'après Oxyrhynchus, si mes datations sont correctes, le papyrus problématique date de 540-541. Par contre, à Aphrodito, et je vais revenir un tout petit peu en arrière, voilà. Bon, il nous manque 540-541, mais on a 541-542, et qui est identique à 539-540. Donc, par quelle logique perverse, ici, les choses iraient mal, bien stabiliser le compteur, ici, ça irait mal, mais là, ça irait bien. Ça serait normal. L'année suivante, en plus. Donc, ça m'a posé un problème pendant un moment, en me disant, bon, on peut peut-être pas en tirer grand-chose, en fait. Je prends peut-être des vessies pour des lanternes, jusqu'à ce que, en réfléchissant un peu plus, je m'aperçoive que l'année fiscale n'est pas la même. En fait, traditionnellement, l'année fiscale romaine, et là on remonte au règne de Constantin, donc dans les années 320, l'année fiscale romaine est fixée, l'indiction est fixée au 1er septembre. Et à un moment donné, l'administration romaine décide d'émettre des documents fiscaux préalables, ce qu'on appelle des prae delegatio. La delegatio, c'est le document fiscal, la prae delegatio, c'est ce qui précède, et c'est mis au mois de mai. Et l'Égypte s'est donc progressivement ajustée à ce calendrier. Et l'autre argument de faire tomber l'année au 1er mai, c'est que les récoltes en Égypte, vous avez la moisson. Le blé, c'est autour de juin, juillet, mai, juin, juillet. Et puis, on a les dattes, on a les olives, on a les raisins, parce qu'on fait du vin en Égypte aussi. Et toutes ces récoltes de vin, dattes et olives sont plutôt vers le mois de septembre-octobre. Donc ça avait du sens d'avoir toutes ces récoltes qui tombent dans la même année fiscale, puisque l'État, lui, vous demande bien de payer au titre d'une même année. Donc pour éviter de passer à cheval sur 2 années différentes, avec éventuellement des conditions climatiques, météorologiques, de crue du Nil, etc., qui ne seraient pas les mêmes. Et donc l'année fiscale se fixe dans presque toute l'Égypte au 1er mai. Ce qui veut dire qu'à Aphrodito, l'année 541-542, elle commence au 1er mai. Mais à Oxyrhynchus, c'est toujours l'année 540-541. Pourquoi ? Parce qu'Oxyrhynchus s'en tient au 1er septembre. Et ça, c'est une étude assez granulaire, assez poussée, qu'avaient réalisé Roger Bagnall et Klaas Warp. Donc dans là je cite la seconde édition de 2004 de Chronological Systems of Byzantine Egypt, et où ils ont repéré tous les papyrus où le glissement de date semble être en septembre, à partir des datations des mois qui sont indiqués, donc c'est en mois égyptiens, hein, donc il s'agit de passer de l'un à l'autre, évidemment, et où il y a une concentration très forte dans l'Oxyrhynchite, et dans un autre district, je crois que c'est les Heraclopolis, justement, où on s'en tient à l'année traditionnelle de septembre. Donc, là où on est en 541-542 en Aphrodito, on est encore en 540-541 Oxyrhynchus. Et ça, ce qui était au départ problématique, devient presque un coup de chance, parce que ça nous donne cette fois-là un intervalle précis d'arrivée de la peste. On est donc entre mai et septembre. On a une datation en mois et non plus en années. Ce qui, pour l'économie ancienne, c'est un pas important. On a très rarement des datations très précises pour l'Antiquité. Donc, la peste, d'abord, arrive plus, on le verra sur une carte, la peste arrive plus tard à Oxyrhynchus qu'à Aphrodito, arrive plus tard à Aphrodito qu'à Oxyrhynchus, là aussi parce qu'il y a 200 km entre les deux. Et 200 km, c'est pas rien. Je reprenais, c'est quelque part sur ce slide, je reprenais ce que l'on sait sur la situation de la France au XIVe siècle, et en 1347-48, Marseille est atteint en novembre, Aix en décembre,
Arles-Avignon en janvier. Donc il s'est passé 2 mois pour passer de Marseille à Avignon. Donc le fait qu'il ait fallu 2 mois pour passer d'Oxyrhynchus à Aphrodito n'est pas plus choquant que ça. Après, si on parle de transports fluviaux, on a le Rhône à Avignon, hein, donc c'est pas non plus, on n'a pas un désert à traverser qui expliquerait que ça met très 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 longtemps. Donc la peste met un temps à se déplacer, on le verra sur une carte qui va arriver maintenant. Donc une arrivée à Oxyrhynchus en juin-juillet 541, avant que le blé ne soit chargé sur les barges qui descendent le Nil et qui vont à Alexandrie pour être envoyées à Constantinople, donc qui frappe cette récolte-là. Mais elle arrive à Aphrodito en août-septembre 41, c'est-à-dire après la récolte, puisque c'est autour de juin-juillet que le blé est mis sur les barges et descend le Nil. Donc là, ça arrive à Aphrodito après. Pardon. Oui. Sachant que ce n'est pas non plus aberrant avec certaines des sources qui ont parfois été ignorées par l'historiographie, c'est que, par exemple, Michel de Syrien nous explique qu'il arrive par couche, donc c'est l'Éthiopie, aux confins de l'Égypte, il se répand en Égypte, et quand la plus grande partie du peuple lui périt, il arrive à Alexandrie. Donc là aussi, c'est cohérent avec cette idée qu'on arrive d'abord en Égypte et avant Alexandrie, ce qui est compatible avec une arrivée par la branche orientale du delta du Nil et une remontée du Nil. Ce qui, par contre, serait incompatible avec une hypothèse africaine de la peste. Parce que s'il y avait une hypothèse africaine, ça aurait descendu le Nil au lieu de le remonter. Autre élément, Théophane, alors bon, Procope, on le sait, dit le printemps, mais Théophane dit octobre. Ensuite, on a le fameux édit 7 de Justinien, que je rappelle, 1er mars 542, qui nous dit déjà que les choses vont mal. Et autre chose qui avait été remarquée par Mischa Meyer, dans cet article Kaiserschaft que je cite ici, qui est que la célébration de l'Hypapante, qui est une célébration liée au Christ, mais qui va se déplacer plutôt sur une célébration en l'honneur de la Vierge, la date est déplacée du 14 au 2 février 542. Quand on déplace des dates de procession, c'est très souvent que les choses ne vont pas bien non plus. Donc on peut, là aussi, c'est un indice que à Constantinople, en janvier-février 542, on est dans une situation de crise. Donc la carte, maintenant. Donc classiquement, le commerce de la mer Rouge arrivait autour de Béréniké, par ici, on transportait vers le Nil et on remontait. Dans la partie tardive de l'Antiquité, nous suspectons maintenant que c'est beaucoup plus vers Clysma et ici, dans la branche orientale de la mer Rouge, que le principal point d'arrivée du commerce de la mer Rouge se produisait. On a notamment ce texte du Martyrium Sancti Aretae et Sociorum, qui date de ça. Donc le Martyrium date de 523, où Saint Arétas et ses compagnons sont massacrés du fait de la conquête d'un roi yéménite dans la Corne de l'Afrique. Et ces sources nous disent qu'il y avait 20 navires de Clysma et seulement 2 de Béréniké en 523. Là aussi un indice d'un déplacement géographique, et ce qui va nous donner des informations chronologiques qui vont nous permettre de resserrer ou de confirmer l'hypothèse. Le commerce de la mer Rouge dépend du régime des moussons. En hiver, les vents sont favorables au retour. En été, les vents sont favorables au fait d'arriver en Inde. Le régime de la mer Rouge lui-même est plus compliqué. Mais en tout cas, l'arrivée dans le golfe d'Aden est plus favorable en hiver. Donc si on reconstitue maintenant, et c'est un peu la fin de l'enquête policière, si on reconstitue ça, on a effectivement une arrivée possible à Clysma, donc fin de l'hiver, début du printemps. Il faut quand même un moment pour remonter la mer Rouge. Ce n'est pas une navigation facile. Le régime des vents et les courants très fluctuants. Donc marine à voile, sachant qu'on était avec des voiles qui avaient besoin d'un vent arrière, essentiellement à cette époque. Donc arrivé fin hiver, début printemps, on arrive à Péluse, dont Procope parle. Procope parle de Péluse parce que Péluse est beaucoup plus connu que Clysma, et Péluse est plus proche de Constantinople. De Péluse, il y avait une branche qui part vers la droite. On est à Gaza en août 541, on est à Nessana en automne 541. Donc ça, c'est par rapport à des datations de sites funéraires suspects.
Et puis, de l'autre côté, on va sur Memphis, Oxyrhynchus, Aphrodito, on remonte le Nil, et plus tard, enfin, simultanément et plus tard, on va à Alexandrie. Donc l'idée étant que Oxyrhynchus et Alexandrie sont peut-être touchés, en gros, au même moment, ou même autour de, vous voyez, juin-juillet 541 pour Alexandrie, probablement au même moment pour Oxyrhynchus, et ici, Aphrodito. Après, on part vers l'Afrique, on part vers Constantinople, et évidemment, on remonte vers la Syrie et après la Gaule. Mais la chronologie de la progression de la peste pourrait être établie. Donc on arrive sur la section de conclusion. Ah oui, je suis vraiment en retard. Bon. Comme il est 11h30. Bon, les gens auront faim quand même. Bon. Donc, la question de la fin de l'Antiquité. Donc, je me réfère à un papier qui avait été publié en 2016, où j'avais travaillé sur le rendement de la fiscalité en Égypte au VIe siècle, à travers le domaine des Apions et à travers ce que l'on apprend d'Aphrodito. Et on assiste à un pic fiscal ici, qui est, on va le voir dans le graphique suivant, l'arrivée de la peste, elle est là, c'est la ligne rouge, et on voit bien que ça n'a pas empêché Justinien de monter les impôts. Alors pourquoi Justinien monte les impôts? On peut dire les méchants, mais les gens qui montent les impôts sont jamais gentils. Mais Justinien, il a une raison de monter les impôts, c'est qu'il est en pleine reconquête. On récupère l'Afrique dans les années 530, fin années 520, pardon, avec Bélisaire. Après, on débarque en Sicile, on prend la Sicile. Après, on débarque en Italie. Au début, la guerre italienne est facile. Les Ostrogoths se soumettent relativement facilement. Et puis, les choses vont partir en vrille. Des erreurs politiques. On ne donne pas aux Ostrogoths la position qu'ils auraient souhaité conserver dans l'Italie impériale réunifiée. Il y a une grande révolte avec le roi Totila. La guerre va être extrêmement brutale, va détruire l'Italie. Et Constantinople a besoin d'envoyer des troupes supplémentaires sous le commandement du général Narsès. 2 armées sont envoyées et ça coûte cher. Donc là, mener ces guerres, plus la reconquête d'une partie du sud de l'Espagne, plus de recommencer la guerre avec les Perses, plus le début des invasions slaves dans les Balkans, et la construction de nombreuses forteresses dans les Balkans, justement pour faire pièce à l'invasion slave, ça consomme énormément de ressources fiscales. Donc l'empire de Constantinople augmente sa pression afin de tirer la ressource nécessaire pour cette entreprise militaire à la fois de défense et d'expansion. Et le pic se situe ici un peu avant la fin du règne de Justinien, dans les années 550. Donc, on peut estimer le rendement fiscal de l'Égypte. Alors là, je vais plutôt vers la fin du VIe siècle, au moment où les choses se sont stabilisées. L'Égypte aurait rapporté aux autorités impériales un peu plus d'1 million de solidi. Alors c'est quoi le solidi? On peut dire solidi au nomismata. Numismata en grec, solidi en latin. Le solidus, c'est le nom de la monnaie. C'est de là que vient le mot sou en français. C'est le nom de la monnaie impériale d'or, qui est une monnaie d'or très pure, de l'ordre de 98-99%, qui fait un peu moins de 4,5 grammes, et qui est vraiment le dollar de l'Antiquité tardive, et même du début du Moyen-Âge, puisque c'est une monnaie qui est préservée quasiment jusqu'à l'an 1000 par l'Empire de Constantinople, et qui va inspirer le dinar arabe, qui est une monnaie dont le poids est assez proche, légèrement inférieur, et qui va être aussi très important dans la structure commerciale et les échanges du monde méditerranéen pendant l'Antiquité tardive et le début de la période arabe. Les témoignages que nous avons pour la période justement musulmane proviennent en partie de Al-Baladouri au IXe siècle, et on parle de 2 millions de dinars pour l'Égypte sous le calife Omar, et de 4 millions sous Othman. Bon, la hausse de 2 à 4 millions paraît un peu douteuse. On peut toujours prendre ses sources avec des pincettes, mais en tout cas, ça ne donne pas l'idée d'un effondrement du rendement fiscal de l'Égypte au 7e siècle par rapport au 6e, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui aurait dû être le cas si la peste Justinien avait eu l'impact de celle de la peste noire. Alors là, maintenant, je me réfère à l'ouvrage de Stuart Borch, The Black Death in Egypt and England, A Comparative Study, 2005, où l'estimation du PIB à partir des textes fiscaux
notamment ici de l'époque mamelouk et ensuite de l'époque ottomane, démontrent un effondrement durable, donc la peste noire, impacte très durablement l'Égypte, à tel point que le PIB a probablement été divisé par à peu près 2. Et ça, avec un redressement très lent et très partiel au moment de la peste noire. Ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit pour la période de Justinien. Il y a un autre article polémique, Mordechai et al. 2019, qui en fait est allé jusqu'à mettre en doute quasiment la réalité de la peste de Justinien. Il ne faut pas aller jusque-là non plus. Hein. Mais bon, pas mal de choses dans cet article avaient des biais méthodologiques sur lesquels je ne reviens pas. Hein. C'est les polémiques dont parlait Franz tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses dans ce papier sur lesquelles on peut redire, qui sont méthodologiquement fausses. Par contre, ce qui est intéressant et qui demeure assez solide, c'est la relative stabilité des textes épigraphiques, donc des inscriptions. Et si baisse il y a, donc par exemple ici en Syrie, c'est plutôt quelque chose qui a l'air d'être lié aux guerres avec les Perses et aux guerres avec les Arabes, plutôt qu'à la peste noire, la peste de Justinien, qui est là. Donc il n'y a pas on ne voit pas un effondrement, en tout cas en Syrie, on ne le voit pas sur les inscriptions latines non plus. Il y a une baisse tendancielle, oui, mais qui est plus tardive et qui n'a pas l'air d'être catastrophique. Au niveau numismatique, et là je m'appuie sur un article absolument passionnant de Cécile Morisson, sous version anglaise en 2002, mais il y avait une version française qui avait été publiée auparavant, un peu dans les années 90, où elle reprend un certain nombre d'analyses de fouilles, et on voit que la discontinuité des trouvailles monétaires est plutôt au milieu du 7e, 668 c'est la mort de Constant II, plutôt au milieu du 7e qu'autour de 540, donc vraiment un bon gros siècle plus tard. Et bon, ça reprend après avec les croisades, le Moyen-Âge, etc. Mais le trou de la période méso-byzantine, il se passe plutôt au 7e qu'au 6e, voire au 8e. Un article très récent, qui intéresse beaucoup de gens aujourd'hui, de deux économistes, Boehm et Carney, qui Trade and Vienna of Antiquity, qui utilisent maintenant, on a des bases de données, on a beaucoup plus de choses qu'on avait il y a 10 ou 20 ans, qui utilisent des bases de données avec les trésors qui ont été retrouvés, la composition de ces trésors, d'où viennent les monnaies, où ont été trouvés les trésors, pour tracer des lignes qui correspondent au point entre le point de découverte et le point d'émission des monnaies. Donc ça, c'est pour la période de l'Antiquité tardive, et celui-ci, c'est très frappant, pour la période qui suit, en tout cas plus d'un siècle plus tard, qui est la période mérovingienne, carolingienne et de l'invasion arabe. C'est très pyrénien, évidemment. Hein. C'est pas pour rien que j'avais rappelé les thèses de Pyrène, où les flux ne sont plus du tout les mêmes. On a une réorientation absolument complète de ce qui se passe dans le monde méditerranéen avant et après une césure, mais une césure qui, encore une fois, n'est pas celle de 540, mais qui semble être plutôt une césure de 620, 630, donc qui est un siècle plus tardive. Donc je continue sur Boehm and Chani, où effectivement, dans la circulation des monnaies, on voit beaucoup moins de monnaies qui circulent à partir de Constantinople et beaucoup plus de monnaies qui vont circuler à partir des ateliers qui sont soit carolingiens, mérovingiens ou situés dans le monde musulman. Bon, alors évidemment, il n'y a pas que la peste. Là, on va aller très vite. On est vraiment sur la fin. On peut penser que d'autres éléments peuvent avoir expliqué la fin de l'Antiquité. Évidemment, les éléments climatiques. L'optimal romain, qui est ici, c'est des moyennes de température, est suivi d'un petit âge glaciaire. On voit ici ce point un peu plus bas qui tombe effectivement pas loin de notre période. Et qui peut être confirmé par différents sondages sur différents lacs dans lesquels on a fait des prélèvements. Donc il fait peut-être un peu plus froid. Le fameux le Great Eurasian Drought Atlas, c'est des découpes de troncs d'arbres. Et là aussi, on se fait des idées assez précises, année par année, par rapport aux couches. Hein, quand vous coupez un arbre, vous voyez comment ça s'appelle, pas les nervures, mais c'est un nom, c'est
Les anneaux, voilà. Par rapport aux anneaux, on peut avoir des années extrêmement précises qui sortent de là. Alors, déjà, cette méthode-là, ce qu'elle nous donne, c'est en fait que ce n'est pas forcément quelque chose de global. Ça ne se réchauffe pas partout en même temps ou ça ne se refroidit pas partout en même temps. Quand c'est rouge, c'est plus chaud. Quand c'est bleu, c'est plus pluvieux et plus frais. Mais, par exemple, pour la Méditerranée, nous n'avons pas des impacts qui sont uniformes entre les différentes régions. En plus, il y a des soucis méthodologiques sur lesquels j'insistais vers la fin, ici, qui est qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres en Méditerranée. Donc on coupe des arbres dans l'Europe du Nord, en Sibérie, en Russie, etc., pour faire des conclusions méditerranéennes, ce qui peut poser un problème de méthodologie. C'est beaucoup plus sûr d'aller voir des grottes ou des lacs que, en l'occurrence, que des arbres. Dans l'étude Laboun et al., que je citais juste avant, on s'aperçoit là aussi de contrastes régionaux qui sont très importants, où certaines régions sont plus pluvieuses et d'autres plus sèches, mais en même temps. Donc, quand on parle de la fin de l'Antiquité avec un grand A, on voudrait voir quelque chose de très global, comme le réchauffement climatique. Mais si vous avez des régions plus sèches, d'autres plus humides, vous pouvez vous dire qu'en fait, les impacts peuvent être contrastés. Certaines régions en profitent et d'autres pas. Et on le retrouve. On le retrouve dans cette étude récente, justement, de Bum and Cheney. C'est ceux qui ont fait ce graphique que je montrais tout à l'heure sur les mouvements de monnaie, où effectivement, certaines régions, alors, ils ont fait un indice de consommation. On peut critiquer, parce qu'ils assimilent les monnaies à des consommations. Et c'est quelque chose sur lequel je vais revenir à l'instant. Mais conclusion, c'est que la France et la Germanie vont bien, donc la Gaule et la Germanie, que la Syrie du Nord et le Caucase se portent bien, mais que par contre, le Byzantine Heartland, c'est-à-dire le cœur de l'Asie mineure et de l'Égée, vont pas bien, en même temps. Alors, ils arrivent aussi à la conclusion que l'Italie va bien. Alors, c'est là-dessus que j'ai quand même quelques réserves à émettre, c'est que si l'Italie va bien, c'est parce qu'on trouve plein de monnaie. Et pourquoi il y a plein de monnaie? Parce que l'Italie est en guerre, il faut payer les troupes. En fait, l'Italie est détruite entre les guerres ostro-gothiques, les guerres lombardes, et ensuite les invasions avares, slaves, bulgares, donc là dans les Balkans, et la conquête franque. Il y a suffisamment de conflits pour que l'Italie soit en piteux état au 8e siècle. L'Italie et les Balkans, puisque cette zone, c'était Northern Italy et Balkans. Donc le fait qu'il y ait plus de monnaie, c'est simplement l'activité militaire. Et l'activité militaire, elle va rarement de pair avec la prospérité. Hier comme aujourd'hui. Bon. Alors pour expliquer la fin de l'Antiquité, on peut aussi prendre des explications logistiques. C'est pas facile de gérer la Grande-Bretagne à partir de Rome. Donc là, j'ai pris un graphique qui est centré sur Rome, mais sur Constantinople, on a des choses qui ressemblent. Dans l'Antiquité, on naviguait assez facilement, sauf pendant l'hiver, mais le transport terrestre est très coûteux et très lent. La mort de Néron, par exemple, je crois qu'il y a un papyrus en Égypte qui date de 2 ou 3 mois après la mort de Néron, qui cite encore Néron comme étant l'empereur régnant. J'ai oublié la référence exacte, mais ce papyrus existe, mais on est déjà sous Galba. Mais ils ne savent pas, parce que la nouvelle met 2-3 mois à voyager. Donc, il y a un souci logistique à maintenir un empire où on met 3, 4, 5 mois à passer d'une extrémité à une autre, ce qui donne quand même une idée de fragilité de ces... on voit une carte, on se dit, ben oui, les Perses envahissent, la nouvelle arrive à Constantinople, on mobilise une armée, on y va. Non. Les Perses arrivent, il y a quelques troupes locales qui se débrouillent comme elles peuvent, on envoie des messagers par la poste impériale, ils arrivent à Constantinople quelques semaines plus tard, à Constantinople c'est la consternation, zut, où est-ce qu'on a des troupes disponibles? Ah, peut-être dans les Balkans, mais quelle est la situation dans les Balkans? On en renvoie un autre messager pour savoir ce qui se passe. Donc on voit bien que le processus de mobilisation et de réaction de ces ensembles territoriaux, c'est pas du tout comparable à ce que l'on a depuis qu'il existe le téléx, le téléphone, l'internet et j'en passe. Donc on est en fait sur une fragilité systémique. Et ce qui veut dire que quand on voit un empire de l'Antiquité s'effondrer, il ne faut pas non plus se dire « Ah mais oui, c'est très surprenant ». Une menace militaire peut être perçue très tard, voire trop tard, pour qu'une réaction efficace soit mise en place. Donc c'est un autre facteur de fragilité de ces États, donc toujours dans ce concept de fin d'Antiquité. La question aussi de la fin de l'Antiquité, c'est quand même quelque chose qu'on voit, nous, d'Europe, et surtout d'Europe occidentale. Si vous habitez en Afrique du Nord, en Égypte, au Moyen-Orient, j'ai volontairement inversé la carte, vous êtes passé d'un empire à un autre. Si vous habitez en Chine, c'est pareil, l'empire Tang, qui est l'empire qui s'est le plus étendu dans la Chine classique, est un empire qui est du 6e, 7e, 8e siècle. Donc un Chinois ou un Égyptien, on parle le concept de Moyen-Âge d'un Européen occidental.
Donc fin de l'Antiquité, oui, pour nous, ça change quelque chose. Mais ce n'est pas forcément un phénomène général. En termes de conclusion, est-ce que la peste a amené la fin de l'Antiquité? Est-ce que le climat a amené la fin de l'Antiquité? Est-ce que c'est une question logistique? Je pense qu'il convient de remettre... Oui, ce sont des facteurs qui sont majeurs. Les sociétés humaines et les hommes et les femmes qui y vivent travaillent sous contrainte ou agissent sous contrainte. S'il fait très froid, très chaud, très humide, très sec, qu'il y a des tremblements de terre, des volcans, ou que ça prend des mois d'aller d'un point à un autre, ce sont des facteurs contraignants qui vont définir leur action. Maintenant, je ne pense pas que l'on puisse trouver dans ces facteurs externes un Deus ex machina, quelque chose d'universel qui va tout expliquer. Alors, je prenais l'exemple de la conquête de l'Empire perse par Alexandre. C'est quand même un phénomène historique énorme. L'Empire perse, c'est très grand. Alexandre crée le plus grand empire de l'Antiquité qui ait jamais existé. C'est un remplacement civilisationnel et culturel majeur. Le grec devient la langue principale de tout l'Orient. Nous ne sommes pas informés d'une pandémie ou d'un refroidissement qui expliquerait pourquoi les Achéménides se sont effondrés sous les coups d'Alexandre. Je pense qu'il faut reprendre bien l'idée que les sociétés humaines sont mortelles, les États sont mortels, que nous vivons des cycles, que dans ces cycles d'expansion, d'apogée et de déclin, il y a des phénomènes humains, et que les sociétés en expansion sont des sociétés plus cohésives, plus agressives, plus motivées, si j'ose dire, que les sociétés qui sont déjà assises sur une prospérité acquise. Moi, ça me frappe énormément de voir que Hannibal, donc on est au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Hannibal va tuer à peu près 150 000 Romains en l'espace de 2 ans, dans ses victoires italiennes, et que ça n'a pas empêché la République romaine de fonder l'Empire romain et de détruire Carthage. Rome va trouver la ressource de mobiliser davantage, on va libérer les esclaves, on va faire appel aux alliés, on va mobiliser les jeunes et les vieux, mais on gagne à la fin. La bataille d'Andrinople en 378, qui est souvent vue comme la fin de l'Empire romain, parce que les Visigoths écrasent l'armée romaine, Valence est tuée, l'empereur Valence est tué, et on ne voit plus d'armée romaine efficace après 378, les estimations actuelles, c'est 20 000 tués. L'Empire romain s'en relève d'une certaine manière, ne s'en relève jamais. Si cette victoire avait eu lieu, non pas en 378 avant Jésus-Christ, mais en 270, pardon, après Jésus-Christ, en 278 avant Jésus-Christ, les Visigoths auraient été exterminés du début jusqu'à la fin, comme les Cimbres et les Teutons l'ont été par Marius. Donc on a face à nous des sociétés qui ne sont pas les mêmes. Les soldats romains du IVe siècle ou de Constantinople du VIe sont payés, font leur travail honnêtement, mais n'ont pas ce niveau de motivation qu'on trouve sur des populations en expansion, que ce soit les barbares, je dis barbares avec entre guillemets, les Ostrogoths ne sont pas plus barbares que d'autres, ou les Arabes que d'autres, que les sociétés en expansion qui ont ce désir mimétique d'acquérir les richesses d'États voisins plus assis et plus prospères. Je cite René Girard, pas par hasard, parce qu'effectivement, on ne se satisfait pas de son niveau de richesse personnelle, mais d'atteindre l'autre. Le désir, la jalousie, la haine, qui sont les 3 cycles, enfin les 3 étapes de la conquête, que ça soit au sein d'une société ou d'une société à travers une autre société. Que ce soit collectif ou individuel, c'est un phénomène qui est très comparable. Ce qui veut dire que la disparition des empires de l'âge classique, et notamment en Occident, puisque, encore une fois, la Chine se transforme beaucoup plus qu'elle ne disparaît, à mon avis, enfin, je défends l'idée que ce n'est pas une singularité absolue comme celle avec laquelle nous avons été éduqués en Europe occidentale, la fin de l'Antiquité, le Moyen-Âge, etc. C'est une perspective géographique et culturelle, mais non pas globale. Pour finir, ces cartes, justement, qui montrent ce qu'ont été ces empires classiques, en gros du 1er au 6e siècle, à peu de choses près, d'où sont venues les populations qui ont mis fin à ces empires classiques, les Huns, les populations germaniques, les Arabes, et dans une certaine mesure des invasions qui provenaient du Tibet. Et je ne suis pas complet, j'ose pas parler d'Asie centrale quand il y a France quelque part qui est assis ici, mais en tout cas ça donne une idée d'où sont venus les conquérants.
Ces conquêtes, généralement, ne sont pas aussi brutales qu'on le dit. Moi, ce qui me frappe énormément à la lecture notamment de l'Égypte, qui est assez bien documentée, les cités égyptiennes se soumettent volontairement aux Arabes. Elles font des accords. On dit, voilà, on va vous donner 2 dinars par tête de tribu et vous nous laissez tranquilles. Et on fait un accord, le chef arabe local va dire, ok, très bien, la ville égyptienne va dire, bon voilà, on est tranquille, on n'a pas été pillé, il n'y a pas eu de mort, etc. Et tout va bien. C'est une suggestion qui est volontaire. On va le retrouver pour l'Empire romain chez Salvien, chez Amien Marcellin, qui me parle de gens qui rejoignent les groupes barbares, qui trouvent que c'est plus sympa de se balader avec les Ostrogoths et les Visigoths plutôt de continuer à travailler la terre pour Rome et payer les impôts. Et on le trouve aussi dans le manque de coordination de la résistance. Quand Constantin III débarque en Gaule avec les légions britanniques, il est plus là pour faire la guerre civile et s'emparer du pouvoir. Et la réaction de Ravenne est d'ailleurs très significative. On va envoyer une armée contre lui plutôt que d'attaquer les Visigoths ou autres. Et d'ailleurs, on embauche des Visigoths et des Francs dans toutes ces armées-là. Donc on n'est pas dans un contexte d'un État cohérent qui se voit essentiellement menacé, fondamentalement menacé, et qui répond de manière unitaire, mais on a plutôt une absence complète de cohésion interne et une hétérogénéité des réactions en fonction des intérêts des uns et des autres. Je termine avec une citation issue de la série de HBO, Rome, moi que j'ai beaucoup aimé. C'est une des rares séries télévisées où on voit que des historiens ont mis leurs pattes. Il y a des fautes, hein, mais dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de bonnes choses par rapport à ce qu'on peut reconstituer, à quoi ressemblait la Rome de Jules César, etc. Il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Et on met dans la bouche de César, avant la bataille de Pharsale, Our men must win or die, Pompey's men have other options. Et je pense que c'est très significatif dans ce qu'on voit dans ces fins d'empire, où les armées conquérantes, quelque part, n'ont pas d'autres options. Ils viennent du désert arabique, ils viennent des forêts germaniques, ils arrivent dans une géographie beaucoup plus attirante, et pour eux, c'est on gagne ou on meurt. C'est pas on retourne d'où on vient. Donc, par contre, les armées qui s'opposent à eux ont d'autres options. Voilà, je vous remercie de votre attention.